bienvenue. Comment stimuler la dynamique de développement des marchés financiers de la CEMAC? La question a été abordée lors de la 4e édition de l'Africa Capital Market Forum qui s'est tenue à Libreville, au Gabon, du 4 au 6 mai dernier. Pourquoi? Parce que les économies africaines ne peuvent plus se contenter de financement bancaire traditionnel ou de l'aide extérieure. En Afrique centrale, la question du développement des marchés de capitaux devient urgente. Pourtant, malgré les promesses, ces marchés peinent encore à jouer pleinement leur rôle de levier économique. Alors, quels sont les freins? Quelles réformes faut-il engager pour bâtir des places financières crédibles, attractives et résilientes? Et surtout, quelle vision peut-on dessiner pour réinventer ces marchés au service du développement de l'intégration régionale et de l'inclusion financière? Pour tenter d'esquisser les contours d'un avenir financier plus ambitieux en Afrique centrale, nous recevons sur ce plateau Louis Bangantolo. Il est directeur général de la BVMAC, entendez, la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. Bienvenue, DG. Merci beaucoup et merci à Gabon 24 de me recevoir. Alors, vous étiez à Libreville du 4 au 6, on l'a dit, pour justement la 4e édition de l'Africa Capital Market Forum. Quel était le message porté par la BVMAC? Alors, le message porté par la BVMAC, comme par les autres institutions qui étaient représentées, c'est de redire clairement que l'Afrique centrale aujourd'hui, par la volonté de ses plus hauts dirigeants, est dotée d'un marché de financement alternatif. C'est la bourse des valeurs. Donc, il n'y a plus que le marché bancaire classique. Il y a la possibilité de se financer par appel public à l'épargne via la bourse des valeurs. Donc, ça, c'est vraiment le message principal. Donc, un marché du financement qui a pour socle l'épargne publique, l'épargne populaire, l'épargne des populations de la CEMAC, l'épargne des entreprises de la CEMAC, des entreprises privées, des institutionnels, des compagnies d'assurance, des banques, l'épargne de toute cette catégorie d'acteurs qui peut être sollicitée par une entreprise qui émet des titres, également par des États qui ont des projets d'infrastructures très importants à financer. Tous nos pays sont dans une démarche de construction des infrastructures pour atteindre un certain niveau d'émergence. Donc, le premier message, c'est de dire, regardez par ici, il y a un marché du financement. Et donc, ça, c'était le premier message. Ça, c'est le premier message. Et le second? Alors, le second message, c'était de dire, aujourd'hui, ce marché du financement peine à être vraiment ancré dans la tête des populations, dans la tête des émetteurs potentiels qui sont les entreprises. Et nous sommes là pour pouvoir réveiller les gens, pour leur dire pourquoi il est important aujourd'hui que les marchés financiers se développent. Et quelle est la vision que nous avons de ce marché financier pour les années à venir. Donc, dans ces messages-là, nous pensons qu'un marché financier qui se développe, qui permet à une entreprise de se financer autrement, c'est un marché qui permet non seulement de faire l'inclusion. Parce que si vous avez un acteur bancaire qui vous finance, c'est bien, mais si vous avez 60 millions ou 20 millions de Sémaciens qui vous financent, c'est encore mieux. Donc ça, c'est vraiment les messages. Mais comment y arriver? Comment faire en sorte que les entreprises se soucient de cette alternative de financement qui leur est offerte, mais également les populations, c'est-à-dire soit impliquées et soit intéressées par ces mécanismes-là, il y a des prérequis. Donc il y a des prérequis pour les entreprises, il y a des prérequis pour les États, il y a des prérequis pour les particuliers. Donc, tous ces prérequis, je ne sais pas si je les développe tout de suite. Non, on aura le temps au cours de notre échange. Effectivement. Alors, il y a des prérequis. L'un des challenges en Afrique centrale et même surtout le continent africain, avec tout ce qu'il y a comme enjeu économique actuellement, c'est vraiment l'éducation financière. Parlons des populations sémaciennes, donc ces populations vivant en zone CEMAC. Elles ont besoin de comprendre ce que représente la bourse, ce que représentent les produits financiers. Mais avant cela, quand même faire un état des lieux de notre marché. Où en est-on exactement? Voilà. Donc, le problème, vous venez de toucher un problème central. L'éducation, et nous pensons que l'éducation financière concerne d'abord les populations, que c'est faux. Ça concerne aussi les entreprises. Parce qu'en matière d'état des lieux, effectivement, alors que nous avons près de 2 millions, c'est-à-dire d'entreprises qui sont enregistrées régulièrement auprès des instituts statistiques de nos États,
dont près de 400 000, c'est-à-dire pour le Cameroun seulement, nous n'avons que 6 entreprises qui sont cotées en bourse aujourd'hui. Donc il y a un contraste entre des millions d'acteurs potentiels qui peuvent venir solliciter le marché pour se financer et seulement 6. Et lorsqu'on regarde la structure des 6, on se rend compte que 4 d'entre elles viennent des privatisations que les États ont bien voulu concéder, des privatisations des entreprises du portefeuille public. Le secteur privé n'est venu que pour 2 d'entre elles. Et donc, ça, c'est un sujet majeur. D'un autre côté, ça, c'est côté offre des produits financiers. Côté demande, on se rend compte que dans toute cette CEMAC, qui a plus de 60 millions d'habitants, nous n'avons que moins de 10 000 comptes titres. Ça veut dire qu'il y a moins de 10 000 investisseurs dans toute la CEMAC. Donc, exactement, c'est même moins de 8 000, parce qu'ils sont à 8 500 environ d'investisseurs au niveau de la CEMAC. Donc, la majorité, ce sont des banques. Les autres, ce sont des compagnies d'assurance et le reste, c'est les populations. Et donc, c'est un contraste majeur, que ce soit sur l'offre et la demande. Donc, nous avons donc, ce constat-là qui fait que la capitalisation boursière est certes de 465 milliards, mais c'est 465 milliards qui représentent uniquement 6 entreprises. Les encours de dette cotées aujourd'hui, qui sont de 1400 milliards, concernent 6 émetteurs, donc 2 émetteurs privés, une microfinance qui est ACEP Cameroun, Alios Finance Cameroun, et le reste, ce sont les États, ce sont nos États qui ont plus de 95% de ces actifs-là. Donc nous avons un problème majeur sur comment mobiliser les entreprises pour se financer, avec tout le potentiel et les besoins que les entreprises ont, et même la critique que nous entendons souvent des patronats de la CEMAC qui disent que bon voilà, les banques ne financent pas l'économie, la banque ne finance pas la PME. Alors les chefs d'État disent nous avons créé un autre marché et ce marché-là, allez vous adresser à ce marché, peut-être qu'eux, ils vont vous soutenir. Nous, on veut vraiment comprendre le marché de la CEMAC, sauf si on se trompe. Vous avez parlé d'un contraste. Ce contraste, il est prononcé par rapport aux autres régions africaines. Durant les échanges à Libreville, par exemple, on était en face de la bourse de Tunis, on avait la région de l'UEMOA. Qu'est-ce qui fait en sorte ou quels sont ces obstacles structurels qui freineraient le développement du marché financier de la CEMAC? Alors, ce qui nous a un peu rassurés pendant ce forum, c'était de constater que les marchés qui sont notre boussole, vers laquelle nous voulons tendre, présentaient des chiffres et des problématiques qui étaient identiques en termes de profondeur. En termes de profondeur, à la zone UMOA, nous avons, alors que le marché existe de manière structurée et unifiée depuis 1998, nous constatons qu'ils ont 48 entreprises cotées. Bon, il y a encore de la marge, c'est-à-dire par rapport à nous, mais ça nous a quand même un peu... C'est-à-dire que même dans ces régions-là, les difficultés sont réelles, de la profondeur du marché. On s'est rendu compte qu'ils n'ont que 48. Au niveau de la Tunisie, qui est un pays, donc le cadre législatif peut être maîtrisé par une seule administration. Parce que lorsque nous sommes dans des régions, on a plusieurs États qui doivent se mettre d'accord. Le temps d'adopter un règlement, ça peut prendre du temps. Au niveau de la Tunisie, ils ont une quarantaine d'entreprises aussi. Donc, on s'est rendu compte qu'ils ont des problèmes de liquidité, ainsi de suite, ainsi de suite. Néanmoins, la CEMAC, au niveau de la CEMAC, nous nous sommes posé des questions de savoir pourquoi, malgré la volonté politique prononcée, malgré toutes les entreprises que les États ont données, nous n'arrivons pas à transformer tout ce potentiel-là en opération concrète sur le marché. Et quelle était la réponse? Voilà. La réponse est de plusieurs ordres. On s'est rendu compte qu'il y a des situations différenciées. Dans l'analyse des dépouillements des listes que les États ont données, on s'est rendu compte qu'il y a des entreprises qui n'étaient pas complètement structurées, qui n'ont pas d'état financier. Mais je voudrais commencer par les entreprises qui sont complètement structurées. Et donc, on a, sur les 15, on a au moins 5 ou 6 qui sont prêtes aujourd'hui à venir sur le marché. Donc, ça, c'est vraiment les bons éléments. Et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pourquoi, malgré cela, les entreprises ne viennent pas? Il y a maintenant des problèmes de gouvernance au niveau des dirigeants. Les dirigeants, c'est le conseil d'administration et la direction générale.
est-ce que ces dirigeants-là, c'est-à-dire, sont vraiment en train de mettre en œuvre les hautes instructions, c'est-à-dire des pouvoirs publics, de balancer ces entreprises en bourse? Il y a un certain nombre de sujets à l'intérieur, parce qu'il y a des questionnements, des appréhensions. Les gens ne comprennent pas quel sera leur avenir une fois que l'entreprise va venir à la côte. Donc, et du coup, il y a un petit peu les gens freinent un petit peu. Donc ça, c'est les entreprises qui sont prêtes et qui ont ce problème avec les dirigeants. Mais il y a des entreprises qui ne sont pas prêtes du tout parce qu'ils n'ont jamais tenu d'état financier, ils ne fonctionnent pas encore au niveau des normes WADA. Et donc, en réalité, aujourd'hui, on n'arrive même pas encore à réconcilier, c'est-à-dire de savoir aujourd'hui c'est quoi la situation patrimoniale de l'entreprise. Parce que vous ne pouvez pas ouvrir le capital d'une entreprise si vous n'êtes pas en mesure de faire sa valorisation. Donc, ces entreprises-là ont besoin d'entrer dans un cursus de mise à niveau. Et ce cursus de mise à niveau, il faut que les États continuent à demander cette performance-là à ces entreprises. Parce que si les États se disent, bon, nous, on vous a écrit d'aller à la bourse, on ne sait pas ce qui se passe, non, là, il y aurait un problème. Donc, il faut que les États continuent à demander à ces entreprises-là de se mettre aux normes, de se conformer. Et puis bon, ça, c'était la deuxième catégorie. La troisième catégorie, ce sont des entreprises qui, aujourd'hui, disent que nous n'arrivons pas à atteindre un niveau de performance qui peut intéresser les actionnaires minoritaires qui viendraient demain. Pourquoi? Parce que dans notre feuille de route, les États nous contraignent d'assurer des missions de service public. Quand une entreprise dit « je fais un chiffre d'affaires qui est intéressant, mais on me demande de créer des routes, on me demande de faire des forages, on me demande d'aller construire des écoles, des dispensaires, un ensemble de choses. Ça pèse dans mon exploitation et je suis dans une exploitation qui est structurellement déficitaire. Si je dois venir sur le marché, c'est-à-dire affranchissez-moi des obligations de rendre un service public, à ce moment-là, je serai en compétition au même niveau d'égalité que les concurrents. Donc, il y a des entreprises. Donc, on a fait le diagnostic pays par pays, entreprise par entreprise. Quand j'ai dit on, la bourse, la COSUMAF, mais également la Banque centrale. Mais la réalité également, c'est que certains investisseurs se plaignent un peu de la rigidité de la législation de la bourse. On se dit, mais on est une PME, mais les exigences pour aller en bourse sont tellement élevées qu'on ne peut pas y aller, alors qu'il y a plein de petites entreprises. Qu'est-ce qui est mis en place pour faciliter leur entrée en bourse? Excellente question. Ça me permet donc de me projeter vers ce que nous faisons aujourd'hui pour que, après avoir dit merci aux États, c'est-à-dire pour la volonté politique et pour les actions qui sont engagées pour l'amorçage, et notamment les listes, nous-mêmes, nous avons intérêt à intéresser le secteur privé. Comment intéresser le secteur privé? L'État doit faire quelque chose, mais nous-mêmes, nous avions des cartes en main. Et dans ces cartes en main que nous avions, il fallait qu'on allège notre législation. Donc, nous avons allégé, dans le cadre du nouveau règlement général qui a été adopté par la BVMAC le 24 avril, lors de son conseil d'administration de ce jour-là, après l'approbation de la COSUMAF, nous avons complètement allégé les conditions, les critères de levée de fonds des entreprises, surtout de la petite et moyenne entreprise. L'exigence d'un chiffre d'affaires minimum de 1 milliard a été, nous l'avons complètement rabaissé à 50 millions. Les fonds propres, le niveau de fonds propres minimal, nous l'avons supprimé. On l'a complètement supprimé. La taille d'opération minimale pour lever la dette, nous l'avons ramené à 50 millions. Ça veut dire la plus petite opération pour une PME aujourd'hui, à la bourse, c'est 50 millions. Avant, elle était à? Avant, elle était à 300 millions. 300 millions. Donc là, on a ramené à 50. Ça veut dire que vous pouvez faire une opération à la taille de votre structure. On ne vous demande pas de fonds propres minimum. On vous demandait un capital social minimum de 100 millions. Nous avons rabaissé le niveau du capital social à 10 millions. Vous avez un capital social de 10 millions complètement libéré. On vous demandait 2 exercices bénéficiaires après avoir distribué 2 dividendes. Nous avons enlevé l'obligation d'avoir distribué les dividendes. Nous sommes même allés beaucoup plus loin. Nous avons même dit que si vous êtes une entreprise en création, ça veut dire que vous n'avez pas encore de DSF, vous n'avez pas encore des comptes certifiés, vous n'avez pas un historique d'activité à présenter aux investisseurs et que vous êtes en création, vous avez libéré votre capital social, vous avez la possibilité de venir sur la bourse. Ça veut dire qu'il faut juste que vos états financiers prévisionnels, des états de synthèse, les business plans puissent être certifiés par un commissaire aux comptes. Il faut que le commissaire aux comptes dise « je certifie sincère et que j'ai bien regardé ça et il n'y a pas de tromperie dedans ».
Donc nous avons allégé les conditions d'accès de la petite et moyenne entreprise en particulier. Et nous pensons que ces allègements-là, qui vont faire l'objet de tout un séminaire de vulgarisation de notre règlement général dans l'ensemble des États, vont permettre à ce que, sur les conditions d'accès, que nous n'ayons plus de critiques à ce niveau-là. De nombreuses entreprises africaines évoluent à l'extérieur et la BVMAC a un regard porté sur ce qui se fait sur le continent africain, mais aussi hors du continent. Est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'il y a des exemples à copier pour que le marché financier il soit plus dynamique, plus résilient et plus productif? Alors, ce que nous avons beaucoup plus regardé, c'était au niveau des bourses consoeurs. Qu'est-ce que les bourses consoeurs ont fait pour pouvoir dynamiser les opérations? Nous nous sommes rendus compte que les bourses consoeurs se sont intéressées à tout ce qu'on appelle inclusion financière, inclusion capitalistique. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est de dire, aujourd'hui, nous voulons que... Il y a deux approches. La première approche, c'est le prix. À combien on vend les instruments financiers, notamment les actions? Et la deuxième chose, c'est par quel canal on vend les actions au niveau des populations. Donc, et il y a donc une révolution, et nous l'avons intégrée dans nos nouveaux textes, c'est le fractionnement. C'est de dire, aujourd'hui, quelle que soit la valorisation que vous pouvez faire de votre entreprise, votre entreprise peut être valorisée, chaque action vaut 500 000, mais l'action ne sera jamais vendue 500 000 aux populations. Vous allez passer par un processus législatif que nous appelons le fractionnement. Donc, chaque action va être fractionnée, en commençant par la valeur nominale statutaire, parce qu'il faut des assemblées générales qui se réunissent, de sorte que même si vous avez valorisé votre entreprise 4 ou 5 fois sa valeur, vous soyez en mesure de vendre une action de 500 000 devient peut-être 1000 actions de 500 francs. C'est exactement ce que nous allons faire. Et chaque action de 500 francs donne les mêmes prérogatives, les mêmes pouvoirs, les mêmes droits à celui qui l'achète que lorsqu'elle avait une valeur faciale de 500 000. Donc ça, c'est la première chose, de diminuer le prix par ce processus que nous avons complètement normé et que nous avons transcrit dans notre règlement. La deuxième chose, c'est de diversifier les canaux d'achat. On se rend compte que le monde est digital, premièrement. On se rend compte aussi, on prend conscience que nous n'avons pas une bancarisation assez élevée. Par contre, nous avons un taux de pénétration du téléphone portable qui est beaucoup plus avancé, avec plus de 40 millions de comptes de wallet au niveau de l'Afrique centrale, dont 20 millions qui sont actifs. Et nous pensons qu'avec toutes les réformes que la Banque centrale a conduites qui permettent aujourd'hui de faire en sorte que le mobile money puisse être un canal de paiement sécurisé, avec identification de celui qui utilise le compte, il faut que cela soit aussi acté sur notre économie comme un moyen d'acheter les instruments financiers. Et cela va permettre à ce que les personnes qui ne pensent jamais aller à la banque, ceux qui conduisent les mototaxis, ceux qui conduisent les taxis, ceux qui sont les gardiens de nuit, ceux qui sont toutes ces populations-là. Donc, tout type de profil. Voilà, les Bayam Salam, voilà, mais qui ont des traditions d'épargne dans des tontines, dans un certain nombre d'associations, et qui pourraient donc se rendre compte que le marché est aussi accessible. Ils ne seront pas contraints d'aller à la banque, ouvrir un compte bancaire, mais de pouvoir faire leurs opérations avec les téléphones portables. C'était là notre prochaine question, justement, parce qu'aujourd'hui, la digitalisation ne touche pas que les entreprises. Exactement. Et notre question, c'était vraiment, depuis le début de notre émission, on parle d'investisseurs, on parle d'entreprises. Mais la bourse n'attend pas que des entreprises. Est-ce que le citoyen lambda doit être intéressé par ce que vous êtes en train de dire? Si oui, par quoi? Qu'est-ce qui pourrait me pousser, moi, journaliste, à me dire, bon, je vais aller à la BVMAC, je vais faire un placement financier, ça pourrait me rapporter quelque chose? Alors, c'est une excellente question. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque nous parlons de la bourse, il ne faut pas mettre seulement en avant les aspects de rendement. Donc, en ne mettant pas seulement les aspects de rendement, c'est aussi la citoyenneté. Alors, si j'achète des titres d'un État, et l'État a émis des titres et je les achète, je contribue indirectement à financer, c'est-à-dire le développement de mon pays. Donc, en fait, il y a un acte citoyen derrière. L'autre, c'est que si un État
privatise son entreprise, comme ils ont fait avec SCGR, ça veut dire que l'État permet à ses citoyens de contribuer à la redistribution. Donc, en fait, c'est un patrimoine public. Je cède une partie pour que vous puissiez aussi bénéficier des produits de la croissance. Pour que tout le monde soit dans la fameuse félicité. Et donc, en réalité, c'est comme ça qu'il faut intégrer, c'est-à-dire la notion d'un investisseur sur le marché doit être mu par le rendement, certes, mais il n'y a pas que le rendement, effectivement, dans cette histoire. Donc, l'investisseur doit pouvoir se dire, je pose cet acte pour contribuer au financement des programmes d'investissement dans mon pays, mais également avoir un retour sur investissement et peut-être avoir des actifs que je pourrais transférer demain à ma progéniture. Donc, il y a tous ces aspects-là. Et l'intégration régionale dans tout ça? Voilà, l'intégration régionale, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, un émetteur de titres, et d'ailleurs l'État du Gabon est le parfait exemple, parce que chaque fois que l'État du Gabon fait les émissions de titres, il publie ses résultats pour dire 60% de l'épargne est venue du Cameroun, X% est venu du Congo. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si les marchés étaient cloisonnés et qu'il y avait un marché au Gabon, donc une fois que la population gabonaise a souscrit, l'histoire s'arrête. Maintenant, l'intégration régionale permet à ce que le marché soit sans frontières au niveau des 6 pays frères. Et ça permet donc que l'épargne qui est abondante dans un pays puisse s'invertir sur une autre opération. Donc ça, c'est très important. Actualité oblige, vous le savez, récemment on a assisté à l'investiture du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Gabon retrouve son ordre constitutionnel. Et donc, qu'est-ce que la BVMAC pourrait attendre de l'État gabonais et qu'est-ce que l'État gabonais a gagné à continuer comme ça, à participer aux efforts de cette BVMAC? Alors, normalement, lorsque l'ordre constitutionnel revient au bon niveau, tel que ça a été le cas avec l'investiture le 3 mai, après l'éclatante victoire KO, comme certains l'ont baptisé après le scrutin du 12 avril, normalement, les voyants reviennent au vert. Parce que tant que cet ordre-là n'était pas établi, les investisseurs pouvaient avoir des appréciations sur la capacité de l'État à rembourser et à honorer ses engagements, surtout s'il y a des velléités de quelqu'un d'autre qui voudrait prendre le pouvoir. On se dit la première mesure qu'il va adopter, c'est de ne pas reconnaître les engagements que l'autre gouvernement a pris. Donc nous sommes dans la même dynamique que l'OUA, qui aujourd'hui a redonné au Gabon toute sa place dans les institutions. Et donc en réalité, c'est des actes forts pour un marché de savoir que nous entrons dans un système de stabilité institutionnelle. Et cette stabilité institutionnelle va faire que les opérations du Gabon risquent de continuer à être sursouscrites parce que les opérations du Gabon, durant toute cette période qui a commencé un certain 30 août 2023, on n'a jamais eu vraiment peur. Il y a eu quelques soubresauts au niveau du marché où les gens voulaient céder les titres parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils devaient attendre de cela. Mais actuellement, avec tout cet ordre qui est revenu, nous pensons que les opérations vont avoir une amplification certaine avec la garantie que les institutions sont stables et que les engagements qui sont pris, personne ne va les remettre en cause. Louis Bangantolo, vous êtes le directeur général de la BVMAC. On entend parler à la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, un marché financier sous-régional dynamique, inclusif et résilient. Cela passerait par quoi? Alors, un marché financier dynamique, inclusif et résilient. Alors, la dynamique, c'est le nombre d'opérations que nous attendons. Nous voulons beaucoup plus d'émetteurs. On voudrait que les 15 entreprises que les États ont données basculent sur le marché. On voudrait de l'inclusion, ça veut dire un mécanisme de fractionnement qui permette à ce que plus de citoyens de la CEMAC, nous voulons une base d'investisseurs qui va passer de 10 000 acteurs à plus de 200 000 à l'horizon 2030. Nous voulons que la capitalisation boursière passe de 460 milliards à peut-être 1 000 ou 2 000 milliards à l'horizon 2030. Donc en réalité, nous sommes aujourd'hui en train d'identifier quels sont les facteurs qui peuvent dynamiser cela. Les États ont une part à jouer. Nous-mêmes, nous avons une part à jouer. Nous avons commencé à le faire dans le cadre de la révision de nos textes législatifs. Et nous pensons que la mayonnaise est en train de prendre. Et voilà, donc c'est un peu ce que nous voyons sur le moyen terme.
Monsieur le directeur général, merci d'être passé sur notre plateau. On vous souhaite un bon retour à Douala, au Cameroun. Exactement. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Alors que l'Afrique centrale cherche à diversifier ses économies et à renforcer son autonomie financière, la réinvention de ces marchés de capitaux apparaît non seulement comme une nécessité, mais comme une opportunité stratégique. Transparence, innovation, intégration régionale et confiance des investisseurs seront les piliers de cette transformation. Construire des marchés profonds, liquides et inclusifs demande un engagement fort des acteurs publics et privés ainsi qu'une vision partagée à l'échelle sous-régionale. C'est à ce prix que les marchés de capitaux pourront jouer pleinement leur rôle de catalyseur du développement, comme nous l'a dit notre invité. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gamon 24. Moi, je vous dis modestement au revoir.